Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, la CEDEAO demande le maintien de la présidentielle au 25 février 2024. La communauté exhorte également les forces de sécurité de faire preuve de la plus grande retenue et à protéger les droits fondamentaux. Le Parti démocratique sénégalais propose la mise en place d'une cour constitutionnelle indépendante en lieu et place du Conseil constitutionnel pour des élections équitables. Le PDS appelle également au dialogue. La CAP exige la restitution de la licence du groupe Walfadjri. Plusieurs chefs de famille seront privés de salaire, tempête le directeur général du groupe. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, Rose Wardini est libre. La candidate est placée cependant sous contrôle judiciaire. Elle est poursuivie pour escroquerie au jugement faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité, inscription tendant à dissimuler une incapacité, souscription à une déclaration inexistante sur son inégalité et sur sa présence sur une liste. Dans l'actualité également, je vous le disais, la CEDEAO demande le maintien de la présidentielle au 25 février 2024. La communauté exhorte également les forces de sécurité de faire preuve de la plus grande retenue et à protéger les droits fondamentaux. Le point avec Mamadou Fall. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchi, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. 3 juillet 2023, le président Macky Sall fait l'exception africaine en déclarant qu'il ne serait pas candidat pour une 3e fois. Déclaration qui avait séduit le monde entier, renforçant ainsi la démocratie sénégalaise dans un contexte où l'Afrique francophone est percée par des putschs. La démocratie sénégalaise louée par toutes les puissances étrangères, Macron qui s'est félicité de cette décision, Biden idem, l'UE, les Nations Unies, la CEDEAO. Macky était l'exemple à suivre, mais une déclaration peut gâcher une autre, celle du 3 février. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. 2024 a donné un coup de massue à la démocratie sénégalaise. Un président né après les indépendances a osé annuler une élection présidentielle à quelques heures du démarrage de la campagne électorale, foulant aux pieds les principes démocratiques. Depuis, Macky Sall se retrouve peu à peu seul après la démission de Latif Coulibaly et de Eva Marie Coll Seck. C'est au tour de la CEDEAO de se démarquer. L'organisation a fourni un communiqué exigeant au président Macky Sall de respecter la constitution sénégalaise. La commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suit. Merci Mamadou. Avec nous sur ce plateau, le professeur Ousmane Sène. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, agrégé en littérature africaine et afro-américaine, directeur du Centre de recherche ouest-africain. On va revenir sur cette actualité bien évidemment. Avec nous également le professeur Babacar Gueye, professeur de droit constitutionnel. Bonsoir professeur. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes un des signataires d'ailleurs du texte collectif qui rappelle à restaurer la République. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, messieurs, votre réaction à froid au lendemain de cette du vote de l'adoption de cette proposition de loi qui clairement divise le Sénégal. Votre réaction à froid, le professeur Ousmane Sène. Merci de l'invitation et merci aussi de l'avoir décalé parce que j'étais véritablement interloqué et je me posais bien la question, si tout de suite on me posait la question de réagir, je ne sais pas ce que j'allais dire. D'autant plus que j'avais du mal, et beaucoup de Sénégalais ont eu ce mal-là, à cerner les raisons qui ont pu présider à cette décision
qui renverse d'autres décisions qui avaient été prises et pour lesquelles le président lui-même avait été unanimement salué. Et les spéculations sont toujours là. Les gens se posent la question, pourquoi cette volte-face? Et moi, les raisons qu'on me met sur la table, sont quand même des raisons qui peut-être ne justifient pas totalement cette décision-là. On fait ça pour pouvoir bénéficier de quoi? 10 mois. En fait, les gens disent 10 mois, ce n'est même pas 10 mois, c'est 8 mois. Vous enlevez le mois de février, vous enlevez le mois de mars qui sont légitimes. Ce qui reste, c'est 10 mois. Après 12 ans de travail et après autant de succès au point que tous les Sénégalais vraiment applaudissent et vont jusqu'à même lui décerner des décorations, 10 mois ou 8 mois valent-ils la peine de cette volte-face-là? Donc ça, c'est-à-dire le fait de vouloir perpétuer un régime qui est à sa fin, ça ne tient pas la route. 8 mois ne peuvent pas expliquer qu'on puisse vraiment cracher sur tout le bien qu'on a fait. Pour vous, les arguments avancés par le président de la République ne tiennent pas la route? Oui, c'est ça. Moi, c'est une raison absolument fallacieuse. On ne peut pas le faire. D'autant plus qu'après ces 10 mois, il n'y a plus possibilité de se présenter à quoi que ce soit. L'autre, oui, mais il y a une alliance PDS l'APR, ou en tout cas Benno Bokk Yakaar, pour pouvoir, si vous voulez, récupérer les voix mourides que Karim Wade aurait collectées. Là aussi, c'est des calculs politiciens si ça se faisait, parce que Karim Wade, c'est lui qui s'est pénalisé lui-même. Vous ne pouvez pas prétendre à diriger un pays et avoir 2 nationalités. Honnêtement, disons-nous la vérité, il n'aurait même pas dû attendre qu'on lui demande de s'occuper de cette nationalité-là. Ça aurait dû disparaître depuis longtemps. En plus, on vous pénalise et on vous laisse passer et quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre qui a la nationalité passe. Ça veut dire que le processus électoral, manifestement, il y a des difficultés. La troisième raison avancée, qui est peut-être plus acceptable, même si les conditions ou ce qu'on a pris comme instrument pour pouvoir justifier, ces instruments-là ne sont pas très bons. Le processus électoral est biaisé. Il y a des magistrats qui sont corruptibles et qui ont été corrompus. Qui seraient corrompus, et permettez-moi de dire ceci. Ça fait longtemps que je dis aux Sénégalais, arrêtez de vous attaquer aux magistrats. Parce qu'on ne peut pas concevoir que Babacar et moi, parce que nous sommes universitaires, nous sommes clean, on n'a rien à nous reprocher. Et les magistrats, parce qu'ils prennent des décisions, on dit qu'ils sont tous corrompus. Il se trouve que l'un d'eux, Cheikh Tidiane Koulibaly, que je connais depuis l'enfance, on a fait la même école primaire. Donc tout le monde chante sa probité. Justement. C'est pas parce qu'il est sokonois et je suis sokonois. Mais Cheikh Tidiane Koulibaly, ce que vous pouvez dire de lui quand vous le connaissiez, meilleur élève toujours premier. Ce qu'on dit Wach Al-Horan 2 fois avant d'aller à l'école. Bon joueur de football. Mais on ne l'a jamais vu dans une querelle quelconque. Ce monument-là, qui a été porté au cime de la magistrature sénégalaise, vous venez dire qu'il est corrompu, mais c'est difficile à Pour vous n'y croyez pas une seule seconde? Je n'y crois pas un seul iota. Alors, vraiment, il faut que je le dise. Donc, pour terminer, je dis, s'il faut dire que le processus électoral est biaisé, je veux bien, avec tous ces incidents-là, vous devenez président du Sénégal, il y aura des problèmes. Moundiaï Cissé, je l'ai entendu hier. Toutes les élections, il y a toujours des contestations. Mais encore faudrait-il se dire que c'est une élection présidentielle et quand on a des cafards comme ça posés sur la table, si vous y allez, celui qui sera élu, il aura énormément de problèmes. Était-ce la raison pour dire, essayons de faire un coup là pour pouvoir régler tous ces problèmes-là? Si c'est ce troisième Mais est-ce que c'est suffisant pour repousser, en tout cas, l'échéance jusqu'au 15 décembre? Oui, mais attention. Si vous dites que c'est la troisième raison qui tient, vous avez tellement d'écueils.
il vous faudra convaincre tous ces leaders de la politique sénégalaise à s'asseoir autour d'une table et discuter. Babacar est là. Il sait le nombre de points que vous devriez mettre sur la table et discuter, arriver à des accords. Oui. Quand vous avez ces accords, ces spécialistes du droit, il va falloir qu'ils cautionnent. C'est un processus extrêmement... Comment et avec qui aller au dialogue? On va en parler puisque c'est un point également de notre débat de ce soir. On va revenir également sur le côté historique parce qu'on a beaucoup parlé de similarités avec 1962. Est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous poserai la question tout à l'heure. Mais avec vous, professeur Babacar Gueye, vous avez signé le texte collectif qui rappelle à restaurer la République. Aujourd'hui, votre réaction à froid avant d'en venir à votre texte. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation jamais vue au Sénégal? Comme vous le dites, c'est une situation qui n'est jamais vue. C'est la première fois que nous nous retrouvons dans cette situation où le président de la République interrompt le processus électoral à la veille du démarrage de la campagne électorale. C'est totalement incompréhensible et c'est totalement injustifié. Il n'y a aucune base juridique et politique valable pour la prise d'une telle décision. Je suis moins nuancé que mon ami Ousmane. Oui. Pour moi, il n'y a aucune raison. Aucune raison. De l'abrogation du décret. D'abroger. Au vote. Voilà. Aucune raison. De la dérogation. Au contraire, on viole le code électoral, on viole le protocole de la CEDEAO, qui dit que 6 mois avant l'élection, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher au processus électoral. Oui. Donc, tout était contre la prise d'une telle décision. Est-ce que vous pensez maintenant que le recours peut être mis sur la table, le recours justement contre ce décret qui serait illégitime, comme vous venez de le dire, illégal? Il est déjà sur la table. Oui. Le recours a déjà été fait. Quelles sont ses chances devant la Cour suprême? Si la Cour suprême dit le droit, dit vraiment le droit, il va rejeter ce décret. Mais ça ne règle pas pour autant. Ça ne réglera pas pour autant le problème, puisqu'une loi a déjà été adoptée. Oui. Et donc c'est cette loi qui va s'appliquer. Oui. La constitutionnalité de cette loi. La constitutionnalité de cette loi qui pose problème. Oui. C'est une loi qui est totalement inconstitutionnelle, qui viole d'une manière intolérable la Constitution, parce que cette loi viole l'article 103 de la Constitution, qui sanctuarise la durée du mandat. La durée du mandat ne peut excéder 5 ans. La durée du mandat ne peut faire l'objet de révision. Or, avec cette loi, ils utilisent un euphémisme en disant c'est une dérogation, ce n'est pas une révision. Oui. C'est une dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. Oui, mais ça c'est un artifice. Oui. En réalité, c'est une révision qui prolonge le mandat du président de la République. Oui, mais est-ce que justement une dérogation peut proroger un mandat? L'aboutissement de cette dérogation, c'est de proroger le mandat. Puisqu'on nous dit que le président va rester en poste jusqu'au 15 décembre. Oui. Jusqu'au 15 décembre, c'est seulement le 15 décembre qu'on aura une deuxième élection. Donc, on a une prorogation de fait du mandat du président de la République. Et cette prorogation, cette révision de la Constitution, elle est inconstitutionnelle. Elle n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable. On va revenir sur le juridisme, mais en tout cas, revenons sur la partie politique de cette affaire, puisque tout est parti finalement de la politique. Le Parti démocratique sénégalais propose la mise en place d'une cour constitutionnelle indépendante en lieu et place du Conseil constitutionnel. Le PDS a organisé une conférence de presse aujourd'hui, suivant le compte-rendu de Maïmouna Ndiaye. Une cour constitutionnelle pour remplacer le Conseil constitutionnel, l'idée vient du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Une cour constitutionnelle renforcée et véritablement indépendante, chargée de superviser les questions électorales avec intégrité et efficacité.
Une telle institution serait le garant d'un scrutin équitable, reflétant fidèlement la volonté du peuple sénégalais. Au-delà de cet organe indépendant, ces membres du PDS appellent les acteurs politiques et la société civile autour d'un dialogue. Le PDS s'engage à jouer un rôle actif dans ce dialogue, nécessaire pour la modernisation et l'amélioration de notre système électoral. Notre objectif est clair: assurer que la démocratie sénégalaise reste transparente, inclusive et dynamique. Nous œuvrons pour un Sénégal où chaque citoyen retrouve confiance dans le processus électoral et où chaque voix compte. À ceux qui parlent de complot politique entre le PDS et Benno Bokk Yakaar, la formation politique rassure l'opinion. Elle déclare également être en phase avec son leader Karim Wade, attendu impatiemment dans la capitale sénégalaise. Merci Maïmouna. Je reste avec vous, professeur Babacar Gueye. Vous le dites dans votre texte collectif, la décision sur laquelle le décret qui convoque le corps électoral a été abrogé est aux antipodes, dites-vous, des principes élémentaires du droit. Pourquoi dites-vous cela et que pensez-vous de cette proposition du Parti démocratique sénégalais? Écoutez, je vais commencer par cette proposition du Parti démocratique sénégalais. Oui. Ce processus, s'il va jusqu'au bout, si le Conseil constitutionnel est saisi, et si le Conseil constitutionnel se propose sur la constitutionnalité, c'est vrai qu'elle n'a pas l'habitude de le faire habituellement, elle se déclare incompétente oui, pour contrôler la constitutionnalité d'une loi constitutionnelle. Mais il y a un précédent ici. Il y a un précédent ici en 2016. Oui. Interrogé par le président de la République, le Conseil avait dit que le mandat du président est intangible. Intangible. Oui. Il est intangible. Il serait tenté de répéter ce qu'il a dit oui, en 2016. Parce que cette révision porte sur un point fondamental, une question centrale de notre démocratie. Je pense que cette fois-ci, il faut que le Conseil constitutionnel prenne son courage à deux mains et se prononce. Oui. Il n'a pas l'habitude de se prononcer, mais cette fois-ci, il se prononce. Mais en même temps, si elle se prononce, alors on va se retrouver dans une véritable crise. Dans une vraie. Est-ce qu'on ne rentre pas justement dans la vraie crise on va rentrer dans la vraie institutionnelle, crise institutionnelle. Si jamais le Conseil constitutionnel retoque la loi tout simplement. Voilà. Mon sentiment, oui, c'est que le PDS est en train d'anticiper. En faisant cette proposition. En faisant cette proposition pour abroger la loi organique qui a créé le Conseil constitutionnel, oui, pour balayer ce Conseil constitutionnel et mettre à sa place une Cour constitutionnelle. Et éviter ainsi un éventuel règlement de compte. Voilà. Le professeur Ousmane Sène, au-delà du juridisme, est-ce que vous pensez tout de même que tout cela résulte, comme on le dit, on l'entend, est-ce que tout cela, pour vous, résulte d'une dérive d'un homme seul, c'est-à-dire le président de la République qui s'enferme dans son bureau et qui dit écoutez, finalement, j'y vais plus, je reste. Est-ce que vous pensez que c'est une dérive d'un homme seul? Est-ce que vous pensez que c'est une dérive d'un homme seul? Ce serait difficile. J'ai entendu des gens dire que le président est trop seul et qu'il n'est pas suffisamment entouré. Lorsque j'ai discuté hier de la situation avec certaines personnes et que s'il était entouré, peut-être que il n'aurait pas pris cette décision. Ou peut-être plutôt qu'il est entouré et il a prêté son oreille aux personnes qui ne sont pas les meilleures. Oui. Attention, moi je mets tout ça au conditionnel. Sauf si, dans cette mesure prise, il y avait la volonté de faire quelque chose qui, au bout du compte, serait bénéfique pour le Sénégal, même si la manière de le faire n'est pas aussi élégante que ça. Mais
cette décision... Ça ressemble à du forcing, tout à fait. Oui, et c'est ça qui dérange. Quand on regarde l'image hier, dans la soirée, les gendarmes qui évacuent clairement les députés de Yewwi Askan Wi, ce sont des images qui vont rester dans l'histoire. Oui, ce sont des images fortes qui vont rester. Encore que l'Assemblée, très souvent, c'est une scène de pugilat dans pratiquement tous les pays du monde. Mais on aurait préféré que la force armée n'intervienne pas dans l'hémicycle. C'est un peu aussi sacré que les franchises universitaires. Réglons nos problèmes, faisons tout, mais que la force armée n'intervienne pas. Ça, c'est sacro-saint et il faut le préserver. Donc moi, je dis... Vraiment, votre question est bonne. On est toujours là à spéculer pour se poser la question. Qu'est-ce qui a pu motiver le président à prendre cette décision? Ou quels sont ceux qui sont venus pour le motiver et l'encourager à prendre cette décision? Parce que jusqu'à présent, rien ne ressemble à ce qui s'est dit l'autre jour ou ce qu'il a dit l'autre jour. Et d'ailleurs, si vous voyez un peu son visage, peut-être que vous auriez même pu dire que ce visage-là ne ressemble pas au visage qu'on a l'habitude de voir. On l'a vu totalement marqué. Oui, c'est un visage qui décalait par rapport au visage habituel. Quels sont les dessous? C'est ce que je dis. Moi, c'est ça que je pose sur la table. Quels sont les dessous qui l'ont poussé pratiquement à se dédire par rapport à un engagement pour lequel il a été unanimement salué. N'oublions pas ça. Tout le Sénégal était là à applaudir, d'abord sur la base de ses réalisations. Et je sais, quelqu'un l'a dit, et qui n'était pas de la politique, c'est Moundiaye Cissé ici, qui a dit que les réalisations de l'ONG 3D, du président de la République sont palpables et visibles. Ne peut les voir que celui qui se bande les yeux. Donc c'est évident. À cela, vous ajoutez ceci. Et vous le dites. Même si je pouvais prétendre à quand même lutter juridiquement contre ça, parce que je crois que j'ai droit à un troisième mandat, j'y renonce. On a dit, ça y est, celui-là, il a fait ce qu'il faisait, ce qu'il fallait pour quand même servir son pays. Mais revenir là-dessus, quelles sont les raisons? Je ne veux pas perdre les élections, donc je vais retarder. Ou je veux quand même accrocher une autre médaille à ma couronne. Il faut que les imbroglios politiques du Sénégal, je les règle avant de partir. Oui, mais le fait de fouler au pied déjà une règle sacro-sainte est déjà quelque chose que les Sénégalais n'arrivent pas à avaler. En tout cas, pour s'en sortir et sortir avec la grande porte, il va falloir qu'ils bataillent dur pour mettre sur la table des résultats qui puissent nous dire « Ah, si c'était pour ça, on peut oublier. » Oui, et pour le président de la République, en tout cas, lui-même, il le dit, il avait dit, en tout cas, je ne ferai pas moins que mes prédécesseurs. Mais aujourd'hui, on a l'impression, si on se met à sa place, que le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire au risque d'être totalement impopulaire, puisque aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est aussi compréhensible à ce niveau-là? C'est-à-dire qu'il puisse aller jusqu'à assumer une certaine impopularité manifeste. Ça me renvoie à ce qu'il avait dit quand il a dit qu'il renonce au troisième mandat. Il avait ajouté qu'il nous organiserait une élection présidentielle qui serait parmi les meilleures. N'oublions pas ça. Est-ce que cette phrase-là qui était introduite dans son discours est une motivation en se disant je vais quand même casser des œufs, mais il me faut régler ce problème avant de partir? Moi, ma question c'est noble ça, si c'était ça la justification et la raison. Mais il eût fallu, professeur, il eût fallu s'y prendre avec d'autres moyens qui ressembleraient moins à tordre le cou à la Constitution. Parce que ceux qui font l'histoire et nous rappellent ce qui s'est passé en 62. Justement, j'en viens. Est-ce que vous trouvez des similarités? Puisque, disons-le, on parle d'une brouille, en tout cas, naissante. Certains parlent même de diarchie au Sénégal. Est-ce que vous trouvez-vous des similarités entre ce qui s'est passé en 1962 et la situation que nous vivons? Vous avez lâché le mot. Il y avait une hiérarchie. Tout à fait. Manifestement, il y avait un conflit ouvert entre Mamadou Dia et Senghor. Dans ce cas de figure, le président est en conflit avec quelle personne? Ça, c'est deux. De deux, on ne peut pas prendre des faits de 1962
à un moment où on était au balbutiement de notre démocratie, pour les mettre en vis-à-vis avec ce qui se passe en 2024. Les circonstances, les conditions ne sont pas les mêmes. Les conditions politiques ne sont pas les mêmes. Les conditions sociales et sociologiques n'étaient pas les mêmes. Donc ça n'a rien à voir, si je comprends donc bien. Ça n'a rien à voir. Ce serait malheureux d'invoquer ça ou alors d'invoquer les différents reports qu'il y a eu. Hey, attention, vous reportez des élections de députés. Ça n'empêche pas au pays de fonctionner. Vous reportez des élections locales, ça n'empêche pas. Mais la tête du pays qui l'incarne, ça vous y touchez, ça pose un problème. Je reconnaîtrais ceci. Attention, il faut aussi voir comment la politique marche un peu partout. Ce n'est pas qu'ici qu'on le fait. Les régimes parlementaires, le Premier ministre, mais les élections, il calcule la période à laquelle il va les placer. Je n'ai pas dit des élections mais il y a beaucoup d'élections pour renouveler le Parlement, puisque lui, il doit être membre du Parlement pour être Premier ministre. Mais des fois, ils sont là à faire de petits calculs pour attendre le moment qui leur est favorable. Mais même si cela est, je crois que là, il y avait déjà beaucoup trop de choses qui avaient été dites et qui avaient été avancées. Et il y a beaucoup de choses qui étaient sur la balance pour qu'on puisse prendre cette décision-là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne comprend toujours pas. Personne ne sait. Voilà. Le Sénégal a une situation où chacun se pose la question, mais qu'est-ce qui a valu la peine pour que cette déclaration soit faite? Jusqu'à présent, on ne comprend pas. J'ai une explication. Allez-y, professeur. J'ai une explication plus simple. Il a choisi dans son camp un candidat qui commence... Amadou Ba, le Premier ministre. Le Premier ministre l'a choisi contre la volonté d'autres, parce que ce choix a entraîné une première division au sein de son parti, de sa coalition. Il se rend compte au bout de quelques semaines que le candidat ne lui convient pas. Il a le sentiment que ce candidat n'est pas capable de faire gagner sa coalition. Il songe à le remplacer. Et il ne peut pas le faire comme ça de manière brutale. Arrive cette affaire de Karim Wade. Il saute sur l'occasion. Il s'engouffre dans la brèche. Pour annuler l'élection. Il y a en plus l'affaire de Rose Wardini. Mais cette affaire peut être réglée facilement. L'article 34 de la Constitution prévoit qu'en pareille circonstance, il suffit tout simplement de retirer la candidature de la personne incriminée. Et le tour est joué. Pour moi, c'est la seule et unique raison. En tout cas, c'est une des raisons. De ce retournement. Une des raisons de ce retournement. C'est une question de pouvoir. Il s'agit du maintien du pouvoir. Le camp qui est à la tête de l'État veut à tout prix garder le pouvoir. Garder le pouvoir ou empêcher une partie de l'opposition de prendre le pouvoir, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est aussi une guerre, on va le dire clairement. Écoutez, il y a eu la dissolution du parti ex-Pastef, et on comprend clairement qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'écarter, mais totalement, ce parti. En tout cas, c'est la volonté manifeste du pouvoir, avec à sa tête le président de la République. C'est la deuxième raison. La première, c'est de garder le pouvoir. La deuxième, c'est pour garder ce pouvoir, il faut absolument empêcher que les candidats de l'ex-Pastef se présentent. C'est un peu pour ça que le pouvoir a été un peu sonné par l'admission de la candidature de Diomaye Faye. De Bassirou Diomaye Faye. Ça n'est pas passé. Les candidatures de Bassirou Diomaye Faye et de Cheikh Tidiane Dièye ne sont pas vraiment passées. Mais oui, puisque être en prison et battre le candidat du pouvoir, mais ce serait un affront. Ce serait un affront. Et donc il fallait absolument éviter cette situation. Et on a sauté sur l'occasion. Karim Wade conteste sa mise à l'écart, le rejet de sa candidature.
accuse le Premier ministre, qui se trouve être le candidat du parti au pouvoir, d'avoir acheté, on va dire corrompu, deux des magistrats du Conseil constitutionnel. Ça, vous n'y croyez pas non plus, hein? Non, je n'y crois tout de suite pas. Je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas non plus. Il n'y a pas un début de preuve. Il n'y a pas encore un début de preuve. Ce sont juste qu'il y a des accusations. Plainte, hein, le magistrat Cherniaï a porté plainte. Hein. Il a porté plainte. Oui. Si on voulait vraiment éclaircir cette affaire, le procureur devait se saisir, ouvrir une enquête. Tout de suite. Oui. Il ouvre une enquête tout de suite. On met un terme à la commission d'enquête parlementaire et on mène une enquête. On va au fond de l'affaire pour clarifier cette accusation. Je crois que pour moi, ce sont les raisons pour lesquelles le président a pris ce décret, a interrompu le processus électoral. Oui. Si vous permettez. Oui. Mais cette histoire de éviter que le processus ne soit biaisé, entraîne des contestations, ça c'est fallacieux. Il y a quelque chose également que l'on agite, c'est que, bon, quand les hommes politiques ne veulent pas aller au fond des choses, souvent on évoque la raison d'État qui serait au-dessus de toutes les lois. Est-ce que vous croyez également à ça? Oui, mais quelle raison d'État peut-on mettre sur la table? Je comprendrais qu'on nous dise les terroristes sont à l'intérieur, ils sont en train de tuer des centaines. Lui-même, il a dit. Il a dit, sauf si on est dans une situation qui m'impose à rester pour la sauvegarde du pays. Mais on n'a pas, honnêtement, cette crise-là qui oblige à maintenir le président. On ne l'a pas. Ce qu'on a, c'est des questions dans le processus électoral qu'il faut régler. Moi, je ne suis pas contre, je suis d'accord. En même temps, Chérif et mon ami Babacar, ne voyez-vous pas là un syndrome récurrent chez nous qui prenons des textes comme des éléments taillables et corvéables à merci. Je fais un choix. Voici mon candidat. Je me rends compte que mon candidat ne fait pas l'affaire. Comment je vais me débarrasser de ce candidat? Mais il doit y avoir plusieurs options. Il doit y en avoir. Discute avec ton candidat ou crée des incidents autour du candidat, mais que ça n'implique que le seul candidat. Non, non. On va prendre les textes et on va leur tordre le cou. Mais combien de situations en Afrique sont dues au fait que les Africains et les dirigeants africains prennent les constitutions ou les textes légaux comme des papiers qu'on peut déchirer. Parce que si c'est ce cas-là, c'est peut-être dramatique, parce que je me disais, ou je me berçais d'illusions en disant que le Sénégal est un pays, et si vous dites ça, le Sénégal est un pays de droit. Ça veut dire que le texte écrit, vous devez le respecter. Et c'est pour ça aussi donc que certains parlent aussi de même si il faut être prudent avec les mots, mais on parle de coup d'État institutionnel, et en disant cela, on fait le parallèle bien entendu avec les coups d'État militaires que l'on a vus vous n'avez pas vu ce monsieur-là de l'Ouest. Vous avez raison, vous n'avez pas vu ce monsieur-là qui faisait un appel du pays au général chef d'état-major des armées en leur disant: prenez vos responsabilités, parce que tous les autres coups d'État, les généraux, ils les justifient par des coups d'État institutionnels. Il y a coup d'État et coup d'État, les civils ne sont pas mieux que nous. Mais si on en arrive à être un tant soit peu proche de ce genre de situation, c'est dangereux. Sauf que, et je l'ai toujours dit, et je crois que Babacar sera d'accord avec moi parce qu'il les a fréquentés. Ce qui m'a émerveillé chez les gradés de l'armée sénégalaise, c'est qu'ils opèrent comme des universitaires. Prenez tous ces généraux-là, mais demandez-leur de vous faire une conférence sur un sujet qui ressortit de leur domaine. Ils vous donnent un papier dont la qualité rivalise avec la qualité des papiers d'universitaires. Donc ça veut dire que dans leur tête, il y a quelque chose. Et c'est cette approche intellectuelle qui fait que jusqu'à présent, ils se sont retenus. Mais il ne faut pas quand même qu'on pousse le bouchon
trop loin. Oui. Je refuse de... Il y a des gens qui disent, oui, ces généraux-là, ils sont de... Non, non, non. Je me dis, c'est des gens qui réfléchissent et l'organisation et la préparation du forum de Dakar sur la paix et la sécurité est une illustration. Oui, nos officiers ont fait leurs humanités en latin et en grec, ça on le sait. Mais professeur, on a vu ces situations peu ou prou en Guinée, on a vu Alpha Condé, on connaît la suite, on a vu également cette situation peu ou prou en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara également. À un moment donné, on a parlé de troisième mandat, ça a été longtemps agité. On voit aujourd'hui cette situation chez nous. Qu'est-ce que ça dit de notre modèle démocratique en Afrique de l'Ouest? Oui, mais il y a l'exception. Nous, Babacar et moi et tant d'autres, nous croyons quand même, sans être chauvinistes, à l'exception sénégalaise. Ça existe toujours, l'exception sénégalaise. Mais avec cet épisode-là, il faudra que les gens rament pour pouvoir redresser rapidement l'image. La preuve. Oui. Ces trois militaires-là qui ont pris le pouvoir-là, il paraît qu'ils sont en train d'interpeller le Sénégal pour leur dire respect. Mais c'est ridicule et c'est ironique. Mais c'est nous qui avons prêté le flanc. Oui, l'Alliance pour le Sahel, tout à fait. On tentait d'arriver. Et ça, les observateurs internationaux nous l'ont dit. Chaque fois qu'on parle de politique au Sénégal, je rappelle cet épisode en 2000 qui a été confirmé en 2019 par le fait que tout le Sénégal était aux abois et avait peur même dans son sommeil. Et voilà que le président Abdou Diouf prend son téléphone, appelle Abdoulaye Wade, concède la victoire et lui donne le palais. Je dis, il y a des diplomates de très haut niveau ici au Sénégal qui nous ont dit, Ousmane, vous ne donnez pas un exemple au Sénégal ou à la sous-région simplement. Vous ne donnez pas un exemple à l'Afrique. Vous donnez un exemple au monde entier. Et là, jusqu'au discours du président qui disait que je n'ai pas de troisième mandat, je rappelais ça encore aux gens. Je dis, voilà encore qu'on donne l'exemple. Alors, et cet épisode récent là vient, on ne comprend vraiment pas quelles sont les motivations, mais quoi qu'il en soit, les répercussions resteront encore sur le parcours démocratique du Sénégal et ce n'est pas la meilleure image. Il y a également un autre élément que nous avons constaté, c'est que le peuple semble désabusé. Et j'ai envie de faire le parallèle entre le 23 juin 2011 et ce 5 février 2024. Beaucoup de politiques ont appelé à la grande mobilisation, mais on n'a pas vu cette grande mobilisation. Et alors que ce qui se passe là, mais c'est beaucoup plus grave, j'ai envie de dire, que ce qui s'est passé le 23 juin 2011. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Babacar Gueye? Il n'y a rien de plus grave que ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que on est surpris de constater que la riposte, pour l'instant, n'est pas à la hauteur de l'agression, si je peux m'exprimer ainsi, à la hauteur un peu de la forfaiture qui a été commise. Mais je voudrais, avant de continuer, faire un parallèle avec ce qui s'est passé en 2009-2010 au Niger, lorsque le président Tandja a modifié la constitution pour se donner 3 années de plus. On est à peu près dans le même schéma. À l'époque, on avait considéré cela comme un coup d'État constitutionnel. On peut parfaitement faire le parallèle ici. La seule différence, c'est que Tandja était passé par un référendum. Alors qu'ici, le président a utilisé sa majorité parlementaire. Mais le résultat est le même. On prolonge et s'il avait opté pour le référendum, ou bien ça revient au même? Ça reviendrait au même. On prolonge la Constitution, le mandat du président de la République. Au-delà de, c'est un précédent. Ce précédent est un précédent dangereux. Oui, dès lors qu'on parle de dérogation, c'est-à-dire demain, le prochain président de la République peut faire à nouveau une dérogation. Exactement, au moment de quitter la table, vous pouvez vous demander, écoutez, faites-moi une petite dérogation parce que j'ai oublié de faire telle réalisation. Surtout lorsqu'il a une majorité.
Absolument. Une majorité très disciplinée, mécanique, capable de voter tout ce qu'il demande. Oui. Avec le phénomène majoritaire, on peut avoir tout ce qu'on veut. C'est pour ça que le précédent est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il faut arrêter cela. Alors, c'est ça. L'élégance. Devrait y avoir quelque chose qu'on appelle l'élégance politique. C'est-à-dire, même si c'est des choses sur lesquelles la loi n'a pas spécifié, vous vous rendez compte que ce serait inélégant de le faire, ce serait dommageable pour vous, pour le pays, et vous vous abstenez de le faire. C'est important. Ça. Alors, messieurs, on va avancer. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. L'horizon, en tout cas, semble obstrué. On peut le dire comme ça. Aujourd'hui, il y a une vraie crise. On peut le dire. On va essayer de savoir comment sortir de l'impasse. D'autant plus que la liberté d'expression également en a encore pris un coup, puisque vous le savez, la CAP exige la restitution de la licence du groupe Walfadjri. Plusieurs chefs de famille seront privés de salaire. A tempêté le directeur général du groupe. Suivons là-dessus le reportage de Cheikh Diop et on en parle tout juste après. La chaise ne chauffe plus. Les studios sont vides. Écran noir sur le Walfadjri. Certains Sénégalais sont privés de leur chaîne télévision. Walf TV ne diffuse plus. La licence a été retirée. Une situation qui entrave la liberté d'informer. Si on en arrive au Sénégal en 2024 à suspendre une télévision jusqu'à même lui retirer sa licence, moi je pense que là c'était un pas que je pensais que le président Macky Sall n'allait pas franchir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer en fait. C'est vraiment décevant de nous faire ça. Le retrait de la licence cause beaucoup de dommages, de l'argent perdu. Récemment, nous avons consenti de lourds investissements que nous avons achetés un peu partout, que ce soit aux États-Unis, au Canada, des matériels de caméra, de live, de direct, pour pouvoir vraiment couvrir la campagne de la plus belle des manières. Et là, nous avons investi plusieurs dizaines, peut-être même centaines de millions. Et tout ceci, malheureusement, tombe à l'eau, puisque aujourd'hui, non seulement il n'y a pas de campagne, donc il n'y a pas de contrat de partenariat que nous avions espéré. Des membres du personnel sont actuellement en chômage. La direction est passée par là. Oui, on a prévu de mettre en chômage une cinquantaine de nos employés dans un premier temps, mais par la suite, si la mesure perdure, on sera obligé de nous débarrasser de la quasi-totalité du personnel et de fermer des départements, que ce soit le quotidien, que ce soit l'édition. On sera obligé de prendre des mesures lourdes. C'est selon les revenus, les recettes que nous pouvons payer les gens. Donc si les recettes ne sont pas disponibles, nous serons contraints de ne pas les payer. Donc c'est extrêmement difficile. Le groupe Walfadjri compte saisir la justice sénégalaise. Presque en larmes, le président directeur général du groupe va plus loin. Nous avons saisi la justice pour que, tout d'abord, qu'ils nous rétablissent le signal dans les plus brefs délais, mais également, nous comptons demander une indemnisation et pouvoir maintenir le personnel de Walfadjri et continuer notre mission. Ces pensées mènent à la direction de son défunt père, Sidi Lamine Niasse. Et j'ai vraiment les larmes aux yeux et bon, ainsi va la vie, mais c'est extrêmement difficile. Ma pensée mène à mon père naturellement parce qu'il a mené le combat toute sa vie et c'est le combat de sa vie. Moi, quand j'ai quitté la France, quand j'ai quitté mon métier d'avocat, quand j'ai tout quitté, le confort, c'était pour cet idéal qui était l'œuvre de Sidi Lamine Niasse. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont meurtris. Et on a l'impression que depuis son décès, aujourd'hui, l'État s'arroge beaucoup plus de liberté envers Walfadjri. En 3 ans, 4 coupures. Le groupe Walfadjri a marqué ses 40 ans d'existence. Walfadjri, la voix des sans-voix.
Voilà, toutes nos pensées bien évidemment aux confrères du groupe Walfadjri. Les barres 4G ont également disparu depuis hier pour des raisons de sécurité, avance le gouvernement. On apprend d'ailleurs que les syndicats des travailleurs des opérateurs de télécommunications dénoncent la coupure d'Internet. Il s'agit de syndicats des travailleurs de la Sonatel, SNTP, Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications, section Sonatel, SNTS, Syndicat national des travailleurs de Sentel, et SNTPT, Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications, section Expresso. Ils veulent lancer la première phase d'un plan d'action de défense du droit des Sénégalais à la connexion Internet. Une requête adressée au ministère du Travail, des lettres adressées également aux organisations de défense des droits de l'homme. Le lancement du hashtag non à la coupure d'Internet, et ils dénoncent également avec la dernière énergie la coupure d'Internet mobile. Monsieur, j'ai presque envie de dire, si ça ne part pas dans tous les sens, ça y ressemble. Professeur. Peut-être pas que ça parte dans tous les sens, même si quelqu'un tout à l'heure a dit qu'il ne revenait pas au ministre de la Communication de couper l'Internet. C'était la prérogative, ou de couper le signal, c'est la prérogative de l'ARTP. Donc là, déjà, il y a un problème. Il y a un problème, oui. Oui, c'est ça. Et la liberté de presse, elle est aussi sacrée dans une démocratie. Et on est à une période où véritablement, nous tous avons besoin de décrispation. Et entre parenthèses, je salue certains appels que certains leaders politiques, dont Boun Dionne, sont en train de faire pour que les gens puissent se retrouver et discuter et régler ce problème-là pour le grand bonheur des Sénégalais. Je regrette que ce soit toujours Walfadjri qui est ciblé dans ces situations. Est-ce qu'il y a une bête féroce contre Walfadjri ou peut-être c'est le contenu de ce qu'ils divisent? Je sais qu'ils étaient en train de faire des reportages sur ce qui se passe dans la rue. Évidemment, j'ai vérifié avec les autres chaînes, il n'y en avait pas autant, mais peut-être qu'entre les deux, ils doivent pouvoir s'entendre pour qu'il y ait quand même une ligne de démarcation ou un point d'entente. Parce que quand même, vous me parlez de Walfadjri, c'est vrai, Sidi Lamine Niasse, mais vous avez un collègue, très brillant collègue qui est là-bas, mais Pierre-Édouard Faye, c'est pas personnel, c'est tout simplement pour les qualités. Je regrette de pouvoir le voir à la maison sans pouvoir travailler. Il fait des émissions de très haute facture. Et sa contribution est aussi valable que la contribution des autres journalistes. Donc cette invite-là, faisons en sorte que les gens puissent rapidement se trouver pour que quand même ces choses-là, on les règle rapidement et que plus jamais on ait à faire face à des situations de ce genre. C'est toujours ça qui m'a toujours poussé à dire. La démocratie sénégalaise, elle est bonne, elle peut être même meilleure. Mais il faudrait que les acteurs politiques arrêtent quand même de nous créer des situations impossibles. Chaotiques. Ah mais oui, évidemment. Si vous perdez, vous dites on m'a volé. Si vous gagnez, vous dites que tout marche bien. C'est la rengaine de tous les politiques. Je ne veux pas perdre. Ok, vous ne voulez pas perdre, mais que ça ne vous pousse pas à tordre le cou au texte sacré. Vous allez aux élections, vous avez beaucoup investi, vous avez perdu, mais concédez quand même. Permettez-moi de tirer mon chapeau à une dame particulière, celle qui rivalisait avec Guy Maria Sagna, comment il s'appelle? La Ndei, la Ndei, Ankédish Ndei. Non, je ne vois pas qui c'est. Non, c'était aux élections locales. Ce qu'elle a fait ce jour-là m'a absolument séduit. Je me disais qu'elle allait attaquer. Elle a pris son téléphone. Elle a dit, Guy, vous avez gagné. C'est Victorine Ndeye. Mais ce genre de geste élégant. La ministre Victorine Ndeye. Voilà. Qu'on devrait avoir avec nos hommes politiques, Babacar. Regardez ce qui se passe dans l'une des plus vieilles démocraties, aux États-Unis. Tout à fait. Parce que quelqu'un a refusé de concéder, a dit qu'on a triché, qu'on lui a volé les élections, et que d'autres Américains pensent comme lui. Ça fait une fissure et une scission dans la société américaine et dans le jeu politique. On devrait avancer plutôt que d'avoir des situations pareilles. On ne mérite pas ça. Alors, comment sortir de l'impasse, professeur Babacar Gueye? La société civile a très tôt dit qu'elle posera en tout cas ses conditions avant d'aller, avant de participer à un quelconque dialogue. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et quelles seront ces conditions?
Écoutez, la principale condition, c'est d'avoir un dialogue sincère. Que ce dialogue ne soit pas mené. Pardonnez-moi, professeur, c'est quoi un dialogue sincère? Puisque tout le monde le dit. Ouais. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi un dialogue sincère? Je veux dire, avec un cahier de charge, avec un cahier de charge bien précis sur ce que nous voulons faire et qu'on va faire. Et que l'ordre du jour de ce dialogue soit arrêté d'un commun accord, de manière consensuelle, et qu'on le respecte, cet ordre. Au vu et au su de tout le monde. Au vu et au su de tout le monde. Pas de visite nocturne. Qu'il y ait une transparence totale et que ce dialogue ne soit pas mené par les politiques. Très bien. Moi, je proposerais que s'il doit y avoir un dialogue, que ce dialogue-là soit présidé par des personnalités indépendantes. Qui? Il y en a beaucoup. Qui, quand, où? J'ai envie de vous demander. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs dans ce pays qui peuvent présider un dialogue avec un cahier de charge bien précis qui serait respecté. Et qu'on arrête avec ces dialogues où à chaque fois qu'il y a un désaccord, on va demander l'arbitrage du président de la République. Le président de la République ne peut pas être à la fois un arbitre. Il ne peut plus arbitrer. Non, il ne sait pas à lui d'arbitrer. Il est disqualifié. Voilà, il ne sait pas à lui d'arbitrer. Ce sont les parties prenantes à ce dialogue qui vont essayer de trouver un consensus entre eux. Mais si je vous demande comme ça, à brûle pour point, quelques termes de référence, qu'est-ce que vous me dites? Écoutez, je ne peux pas vous donner des termes de référence tout de suite, parce que nous sommes en train de réfléchir sur ces questions-là. Je fais partie d'un groupe qui réfléchit sur ces questions, qui essaie de faire de la prospective, de voir comment sortir de cette situation au lendemain de la crise. Parce que une élection inclusive, totalement inclusive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 93 candidats participent? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement que tous ceux qui remplissent les conditions pour participer à cette élection participeront à cette élection sans qu'il y ait des obstacles ou des manœuvres visant à les exclure. À éliminer. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Comment sortir de l'ornière et avec quel terme de référence aller au dialogue? Oui, il a raison. Écoutez, il y a quelque chose de très simple. Si, avec le processus actuel, on dit tout binational est disqualifié pour être président de la République, mais tu ne mets pas en place les dispositions et les moyens nécessaires pour identifier un binational et ce qui leur est arrivé. On a dénoncé Karim Wade, on a trouvé qu'il avait toujours sa nationalité. Personne n'a dénoncé la dame et elle est passée. C'est-à-dire que ça, c'est énorme. Vous êtes dans la même situation, l'un passe et l'autre est recalé. C'est inouï. Ça, quand même, personne n'a compris. Oui, mais donc dans ces conditions, je crois que, je l'ai écrit, à toute chose, malheur est bon. Voilà une occasion dorée pour que les politiques acceptent ceci. On a beaucoup de procédures qui ne fonctionnent pas. Pour une fois, mettons en place une commission qui, de par sa composition et de par les responsabilités qu'on va donner, sera une commission qui, véritablement, sera suffisamment neutre pour mettre sur la table des règles qui peuvent être partagées par tous démocratiquement et qui vont dans le sens de l'intérêt du pays. Je dirais que peut-être même cet incident, j'applaudirais si on en prend prétexte pour dire faisons le répertoire. Ça ne marche pas dans notre processus électoral. Ça et ça et ça et ça et ça. Trouvons des solutions. Mais ça peut se faire en 8 mois, 9 mois, parce que là, ça demande quand même beaucoup de révision. On prend le temps de travailler sérieusement. Et si on prend les ressources humaines qui sont là et qui sont capables de faire ce travail. Je ne jette pas, je ne fais pas l'éloge de Babacar Gueye, mais dans combien de pays africains il a servi pour des questions de ce genre? Et il n'est pas le seul. J'en connais d'autres. Je ne vais pas donner des noms, mais il y a beaucoup... si, donnez des noms, professeur. On peut trouver une solution. Oui, mais non, ils les connaissent. Ou alors, une concertation par rapport entre eux.
qui sont des experts internationaux et qui sont entre deux avions tout le temps pour aller régler des conflits dans les pays de la région. Oui. La société civile, c'est vrai qu'on parle de la société et on dénigre certains, mais reconnaissons-le. Ils font un très bon travail. C'est pas parce qu'ils condamnent ou qu'ils accusent. Justement, ils nous acculent pour qu'on fasse les choses mieux. Il n'y a pas autre chose. Ils acculent les gens pour que les choses avancent. Oui. Mais quand même, c'est des têtes. On a discuté avec eux, on les connaît, ils ont fait des conférences, ils sont capables de... Mais n'excluons pas aussi les politiques, mais que le choix soit fait sur la base de... Il est politique, mais il sait réfléchir et il a des arguments à défendre. Et quand il s'agit de défendre l'intérêt national, bon, il mettra ça au-dessus de l'intérêt partisan. Oui. Il y a plein de personnes, des hommes, des dames, retraités ou en service, qui sont capables de contribuer et de donner quelque chose d'extraordinaire au président de la République. Parce que quand même, Chérif, permettez-moi de le dire, moi quand même, et c'est la même chose que Babacar, le président a été notre étudiant. Oui. Chérif, on ne peut que souhaiter le meilleur à nos étudiants. Oui. Ces étudiants Magna, Demnebedon, président de la République. Mais ce que vous pouvez lui souhaiter, qu'il ait tous les lauriers et qu'en partant, les Sénégalais lui fassent, si vous voulez, une haie avec les tam-tams. Pour sortir par la grande porte. Pour sortir par la grande porte. J'espère que cet incident-là, il l'a créé. Pourquoi il l'a créé? Mais peut-être que ce soit un prétexte pour redresser beaucoup de choses au Sénégal et on en a besoin aussi autant que les ponts ou peut-être même plus, je crois. Merci beaucoup, professeur Ousmane Sène. Le dernier mot avec vous. Chaque crise est un renouvellement, comme on dit. Il faut aller de l'avant ou bien qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Comme il l'a dit, à quelque chose, malheur est bon. Oui. Peut-être que cette crise va nous permettre de revoir, de faire d'aller vers une refondation de nos institutions qui ont été singulièrement malmenées ces dernières années, notamment ces 3 dernières années. Nos institutions judiciaires, l'institution électorale, etc., ont été vraiment malmenées dans ce pays. Il faut peut-être saisir l'occasion d'un dialogue futur pour pouvoir régler ces problèmes-là. Restaurer la République. Restaurer la République. Pour reprendre le titre de votre texte collectif. Oui. Il y a des appels qui ont été lancés par beaucoup de gens. Et j'ai vu aujourd'hui ce que j'ai vu. De grâce, et c'est une invite aux Sénégalais. On a un problème, on peut le régler. On n'a pas besoin d'aller se faire tuer dans la rue. C'est pas la peine. Oui. Il y a des arguments, il y a des moyens qui sont là, qui peuvent nous permettre de manière civilisée de régler le problème. D'ailleurs, il y a des politiciens qui ont dit on va attaquer sur le plan du droit et on va attaquer sur le plan politique. Tout à fait. Mais le plan politique, ce ne sera pas affronter les chars. Que tout le monde refuse de faire ça pour que ce pays-là soit, si vous voulez, sauvé par ces incidents-là qui permettent d'avancer. Je voulais faire ça. Merci beaucoup. On se quitte sur ces propos sages du professeur Ousmane Sène. Merci à vous, chers téléspectateurs. Les programmes continuent sur TFM. Retrouvez tous nos programmes qui continuent sur votre chaîne préférée. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.